Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information. Dans l'actualité ce jour, ouverture ce lundi 18 mars 2019 de la 4e session extraordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin. Une session qui devrait connaître entre autres de l'étude des propositions de loi dérogatoires devant permettre des élections législatives inclusives. À suivre dans cette édition, les conditions précaires auxquelles sont contraints bien évidemment les étudiants à l'université d'Abomey-Calavi. Plus de transport et de restauration pour les étudiants. Les raisons de l'absence de ces services sociaux dans un instant. Et puis en toute fin d'édition, dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019, les écureuils du Bénin se sont entraînés ce lundi au stade de l'amitié générale Mathieu Kérikou de Cotonou. Michel Dessuet et ses poulains ont commencé à s'apprêter, bien évidemment, pour affronter les éperviers du Togo dimanche prochain. Vous faites bien de nous préférer dans cette édition d'information. Et je vous l'annonçais au sommaire, ouverture ce lundi 18 mars 2019 de la 4e session extraordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin. Une session qui devrait connaître entre autres points bien évidemment l'étude des propositions de loi dérogatoires devant permettre à des élections législatives inclusives. Frédéric Espoir Mambou et Romaric Devoshi nous font le point. Annoncée pour s'ouvrir à 10 heures, la session extraordinaire, la 4e de son genre pour le compte de l'année 2019, n'a vu les députés s'afficher à l'hémicycle ce lundi 18 mars qu'aux alentours de 19 heures. Un retard qui ne manque pas d'explication. Ce retard exceptionnel est dû au fait que nous avons dû nous atteler à un travail qui nous a été confié pour parvenir à des solutions permettant à notre pays d'organiser des élections législatives inclusives. Nous en avons parlé en conférence des présidents et la conférence des présidents a décidé qu'il fallait mettre sur pied un petit comité paritaire de 4 membres, 2 de la mouvance, 2 de l'opposition, présidé par le président de l'Assemblée nationale, pour faire le tour de la question, rechercher les solutions. Donc nous avons dû travailler d'arrache-pied depuis près d'une semaine et c'est tout à l'heure que nous avons pu finir. Nous avons rendu compte à la conférence des présidents. L'appel fait, un problème de quorum semble se faire sentir. Comme Eric Rouneté a travaillé avec nous toute la journée, j'imagine qu'il doit être quelque part. Je souhaite qu'on l'appelle pour que nous soyons 42. Yaya aussi. Oui, Yaya. Un problème qui sera résolu après un ultime coup de sirène et quelques portes qui s'ouvrent. On peut recompter, hein, mais avec Yaya, je crois que nous sommes 42. Ah ben voilà Eric Rouneté, ça fait 43. Enfin, la session peut alors s'ouvrir sans anicroche. Passé cette étape, viennent tour à tour le moment des communications et celui de la lecture et adoption du compte-rendu sommaire de la plénière du 8 mars. Mais la plénière qui s'ouvre ainsi après l'ouverture de la session extraordinaire n'ira pas plus loin. Je pense qu'il serait bon que nous reportions à jeudi pour permettre à tous les collègues de prendre connaissance des travaux du comité paritaire que nous avons mis sur place pour que lorsque nous ouvrirons, chacun soit déjà au moins un peu au courant avant qu'on affecte les dossiers à la commission des lois compétente. Nous sommes d'accord? Donc, la séance est suspendue et reportée à jeudi prochain. Merci pour votre patience. La séance est suspendue. Il va falloir attendre donc encore quelques jours pour savoir comment sera trouvé un consensus pour que et l'opposition et la mouvance participent aux prochaines législatives pour mieux renforcer la démocratie béninoise et la paix à travers tout le pays.
Et nous poursuivons ce point de l'actualité dans un tout autre chapitre. Depuis quelques semaines, eh bien, règne une atmosphère d'insécurité qui donne l'insomnie aux populations de Kokokodji. Selon les informations recueillies, recoupées et traitées, un braquage a été récemment orchestré dans la zone avec pour conséquence 7 blessés, 2 morts et plusieurs motos emportées par les malfrats. Je vous invite ici à suivre certains citoyens ou sinon habitants de Kokokodji nous expliquer le phénomène. Ils sont au micro de Samson Oké et de Denis Maroya. Je peux vous dire que moi je suis arrivé dans le quartier, ça fait banalement 6 mois comme ça. Mais depuis 2 semaines, nous sommes en train de remarquer qu'il y a vraiment de l'insécurité grandissante qui ne cesse de se faire ici dans notre quartier, surtout à ce niveau-là au Carrefour-ci. Pas plus que 2 semaines ici, il y a eu un braquage aux environs de 22 heures comme ça. Ça a suscité beaucoup de morts. Les braqueurs sont venus, ils ont tiré sur des gens. Et puis c'est comme ça, les choses sont allées dans ce quartier. Dans la zone ici à Kokokodji, bon, il y a un peu d'insécurité. Bon voilà, si on sort à 20h déjà, tout le monde est déjà à la maison. Donc il y a trop d'insécurité. Moi, bon, je dis au chef d'envoyer des gens, quoi, des policiers pour l'insécurité, quoi. Parce que c'est ici que le truc s'est passé. Ici, là, que le truc s'est passé. Ce genre de système, c'est pas bien. Il faudrait que les autorités prennent les mesures qu'il faut pour barrer à ce genre d'événements. Parce que celui qui vient prendre son café et qui se voit braquer, vous voyez, c'est pas bien. Donc nous lançons un appel aux autorités et de Kokokodji et de veiller vraiment à l'insécurité et à la sécurité de Kokokodji et d'environ. Nous lançons un appel aux autorités de prendre les taureaux par les cornes, c'est-à-dire de déployer de la sécurité, c'est-à-dire les forces de l'ordre ici dans le quartier pour pouvoir assurer la sécurité du quartier. C'est ce qu'on peut dire actuellement. Au moins ils ont blessé 7 personnes et 2 morts. Donc il y a trop d'insécurité dans la zone. Merci. Allons maintenant au campus d'Abomey-Calavi, où les étudiants de ce haut lieu de savoir vont devoir trouver désormais de nouvelles solutions pour se restaurer et se déplacer. Et pour cause, le restaurant et les moyens de transport universitaire qui permettent à ces derniers de satisfaire aux différents besoins, bien évidemment, ne sont plus fonctionnels ou disponibles, si vous le voulez, de ceci depuis la rentrée 2018-2019. Aristide Setti et Fiacre Voitan ont mené l'investigation dont voici le fruit. On n'a pas de problème avec notre rectorat, on n'a pas de problème avec la direction des boursiers secours universitaires, mais nous avons un problème avec le centre des œuvres universitaires et sociales. Désolation et cris de cœur font désormais le quotidien des étudiants en quête de savoir au Bénin. Manger et se déplacer sont devenus un chemin de croix pour les étudiants du campus d'Abomey-Calavi. Les restaurants universitaires gardent encore ses portes fermées depuis le début de la rentrée académique 2018-2019 et les bus sont immobilisés dans une grande broussaille. Pour les responsables étudiants, les raisons du blocage des restaurants universitaires sont diverses. En ce qui concerne les restaurants universitaires, il fallait désormais que les tickets soient datés. C'est dire simplement que un étudiant qui paye un ticket aujourd'hui et qui n'arrive pas à manger avec ce ticket, demain, l'étudiant ne pourrait plus se servir de ce ticket. L'autre chose également est que les tickets seront vendus par intendance. Ça voudrait simplement dire qu'un étudiant qui paye un ticket au niveau du restaurant U, et peut-être le fil est trop long et qu'il n'arrive pas à payer là, peut-être qu'il accourt rapidement, il devrait manger tôt, et qui sera au niveau du resto B, il veut payer avec ce ticket, il ne pourrait manger avec ce ticket, il ne pourrait se servir de ce ticket. Des raisons que le directeur adjoint du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi balaie du revers de la main. La difficulté essentielle, c'est la validation des inscriptions, parce que le COUS AC, donc le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, est censé accompagner les étudiants. Donc si quelqu'un doit bénéficier des œuvres, il faut qu'il justifie de son statut d'étudiant.
Il y a des étudiants qui ne valident pas leurs inscriptions jusqu'en octobre, jusqu'en décembre. Du coup, quand la rentrée commence, on a l'habitude d'attendre la validation des inscriptions pour pouvoir démarrer. Ne trouvant pas de solution, le COUS a été obligé de prendre les papiers de l'année antérieure, de se rapprocher du rectorat, de faire un certain nombre de contrôles. Les problèmes sont identiques au niveau du transport estudiantin. En 2018 déjà, la directrice du centre universitaire et social, la DECOUS, avait déjà sorti une note pour limiter le nombre d'étudiants par bus. Les étudiants n'ont jamais accepté qu'on l'applique. Et puisque c'est venu de cette année, on a tenu des séances à sortie de PV où on s'est entendu pour dire désormais il faut limiter. Ils ont dit qu'on ne peut pas vendre des tickets aux étudiants et refuser qu'ils voient. On dit d'accord. Là, nous allons essayer de limiter le nombre de tickets vendus aux places disponibles et même le faire par ligne et par heure pour être sûr que les bus ne seront pas surchargés. Une fois la réunion terminée, on leur a dit ce n'est pas des décisions irréversibles. Si sur le terrain on constate qu'il y a des difficultés, nous sommes disponibles. Venez à nous, nous allons nous asseoir encore pour chercher des solutions. Ils ne sont pas revenus. Ils sont commencé à bloquer le trafic, à bloquer le personnel dans les bureaux, jusqu'à ce qu'on soit obligé de sursoir d'abord au trafic en attendant de mettre en place les nouvelles dispositions et de recommencer. Les étudiants n'ont rien stoppé, je tiens à le dire. On ne peut pas mettre sur la table des décisions machiavéliques et demander que les étudiants accompagnent cela. Seul le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, peut mettre fin à cette crise que traverse le Centre des œuvres universitaires et sociales afin de permettre aux étudiants de vivre décemment sur le campus d'Abomey-Calavi. Restons toujours au campus d'Abomey-Calavi pour faire le point des résidences destinées aux étudiants restés inachevées et dans un état bien défectueux. Voici le constat de notre équipe de reportage. On se croirait dans une jungle ici. Erreur. Nous sommes bel et bien au plus haut lieu du savoir qu'est l'université d'Abomey-Calavi. Un tour dans les résidences universitaires Hassan II, BDB, Ekis et bonjour les dégâts. Les reptiles, les araignées et plusieurs autres insectes sont les maîtres lieux. À l'intérieur de ces résidences, c'est le comble. Tout est ruine et poussière. Les toits perforés et au vent par les intempéries des nids aux chauves-souris, des mules lézardées. Les résidences universitaires Hassan II et Ekis, qui avaient accueilli des étudiants il y a de cela 20 ans, se trouvent dans un état lamentable. Pour les responsables étudiants, c'est la désolation. Vous pouvez déjà constater mon sentiment à travers rien que mon regard sur le visage. Voyez-vous, lorsque nous disons que l'étudiant est toujours ou a toujours été l'orphelin de la communauté universitaire et tout, on pense que non, que nous jouons à la politique de la victimisation. Ça n'a jamais été le cas. Vous avez constaté, depuis 2004, juin 2004, on a procédé à l'inauguration du bâtiment Hassan II. Mais à ce jour, en réalité, ce bâtiment est fermé. Fermé de l'irresponsabilité de nos cadres à divers niveaux. C'est triste parce qu'au même moment où le nombre d'étudiants demandeurs de résidence universitaire ne cesse de s'accroître, il y a des bâtiments qui sont chaque année fermés, ou il y a des bâtiments qui ne sont jamais finis, qui n'ont jamais fini d'être construits, comme le bâtiment Bébite. Voyez-vous, c'est un éléphant blanc que nous avons à l'université. C'est un bâtiment réellement, si c'est fini, ça peut contenir jusqu'à 296 lits. Mais là, voyez-vous, ce n'est pas fini. Et donc, c'est un éléphant blanc. Donc, il y a des étudiants, pendant ce temps, il y a des étudiants qui crèchent, qui dorment à la belle étoile. Bâtiment sans porte ni fenêtre. Installation électrique et plomberie vandalisée. Murs lézardés, ce bâtiment BDB est bloqué à l'étape de la fondation. Le reste des matériaux de construction est abandonné aux intempéries. Les étudiants condamnent fortement ces éléphants blancs sur le campus d'Abomey-Calavi. De ces bâtiments, il y a d'autres résidences qui sont à côté. Il y a les animaux dangereux qui peuvent venir ici et prendre par ici pour venir intégrer les autres résidences. Ça veut dire que l'étudiant qui est en résidence n'est pas en sécurité. Ouais.
Mais regardez un peu à côté de nous. Nous sommes entourés d'Eb. Il faut reconnaître que dans notre pays, ici au Bénin, l'État, nos dirigeants, nos gouvernants ont démissionné. Je ne comprends pas, je ne sais même pas dans quel pays sommes-nous. Si c'est des échéances politiques, on est là, on prend la jeunesse pour instrumentaliser, pour faire des faux promesses. Mais une fois aux assauts, cette jeunesse-là n'est plus la préoccupation ou bien la priorité de nos dirigeants. Je ne comprends pas. Dans une grande université comme celle d'Abomey-Calavi, vous voyez, il y a les forêts partout, des reptiles. On a parcouru tout ça là avec vous. Mais dans le même temps, on nous demande de payer. Les responsables étudiants n'ont pas manqué d'interpeller les gouvernants. Nous ne sommes pas encore la priorité du gouvernement qui est là. Si tant est que la jeunesse en général et celle estudiantine est la priorité du gouvernement et tout, que le gouvernement se saisisse de ces dossiers-là. Toutes nos tentatives pour interviewer les responsables du Centre des œuvres universitaires et sociales, COUS-AC, ont été vaines. Les responsables feraient mieux de parer plus tôt au pire, comme l'effondrement des bâtiments et une course-poursuite des étudiants par les reptiles. Et dernier acte de ce film UAC dans cette édition d'information, bien évidemment, toujours au campus et au chapitre des bâtiments inachevés et mal construits. Le cas de la résidence Hassan II revient sur le tapis et le recteur a bien accepté se prononcer. Un tour dans le bâtiment Hassan II de l'université d'Abomey-Calavi. La désolation est grande. Suintement d'eau, une aile sans eau, plomberie et électricité absentes, mousse fétide servant de refuge aux cafards et aux souris, obstruction des conduites d'eau et d'autres problèmes de menuiserie. Ainsi se décline l'atmosphère dans la plus grande résidence universitaire de 370 lits. D'un coût global de 778 982 850 francs CFA, le bâtiment Hassan II porte depuis son inauguration, le 14 juin 2004, les gemmes de sa propre destruction. Je suis triste. Et vous avez évoqué ces bâtiments, mais il faut évoquer le bâtiment KISS. Moi, comme étudiant, j'ai vu ce bâtiment. Et j'y ai donné des enseignements. Moi, dans le cadre de l'intervention au niveau du CBLAE, quand j'ai fini ma maîtrise, j'ai travaillé là. Et quand on voit l'état du bâtiment aujourd'hui, on est choqué, on est triste, on est malheureux. Ce joyau offert par le royaume chérifien, après 27 ans de coopération mise en veilleuse, aurait permis d'immortaliser le bâtiment Hassan II. Le roi des Alaouites, Mohamed VI, avait procédé à la réception de cette résidence en un éclair de lumière. 10 minutes en tout pour tout, la cérémonie d'inauguration s'est limitée qu'à la coupure de ruban, en témoigne l'actuel recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Maxime Dacruz. Le bâtiment Hassan II, je me rappelle, le roi est venu, il était tellement déçu qu'il n'a pas attendu la fin de la cérémonie. Dans leur rage, les étudiants n'ont épargné ni donateurs, encore moins les autorités béninoises contre qui ils en veulent toujours. Nos dirigeants, nos gouvernants ont démissionné. Je ne comprends pas, je ne sais même pas dans quel pays sommes-nous. La résidence, il y a plein de ces étudiants qui dorment à la Belle Étoile. Pourquoi? Mais au même moment, il y a de ces bâtiments qu'on a abandonnés. Mais ces bâtiments, en son temps, ont été faits à coût de millions. Et on abandonne ces bâtiments-là. Normalement, on doit questionner, on doit poser la question aux directeurs des projets ou bien à ceux qui ont pris le marché là. Le bâtiment Hassan II qui est là, c'est un bâtiment qui a servi en temps de résidence universitaire, mais à un moment donné, les autorités ont décidé quand même, compte tenu de l'état de délabrement avancé de ce bâtiment, de vider les étudiants. Mais juste là, voyez-vous, ce bâtiment n'a jamais été réfectionné, n'a jamais été réhabilité et donc c'est fermé. Pendant ce temps, il y a des étudiants qui dorment à la Belle Étoile et qui crèchent. Mais le recteur rassure. Mais je vous rassure, au niveau du ministère, en accord avec, je crois, le ministère du cadre de vie, il y a un travail d'évaluation de ces bâtiments-là. On en a discuté au CODIR du ministère il y a quelques semaines. Donc le ministère a pris en charge ces dossiers-là. Et vous allez entendre des solutions. Je ne veux pas trahir des secrets, mais des décisions fortes vont être prises. Il y a des bâtiments, on ira jusqu'à détruire
des bâtiments parce que c'est pas normal. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ont souhaité que le bâtiment Hassan II soit baptisé bâtiment de la honte. Et nous poursuivons ce journal sur Eden Télévision. Des soldats évaluent les dégâts causés par le cyclone au Zimbabwe. Et bien évidemment, les intempéries ont tué plus d'une centaine de personnes et le gouvernement s'attelle à distribuer de la nourriture aux populations, aux rescapés, devrais-je dire. Voici le reportage. Le cyclone Idaï et ses vents d'une extrême violence associés à des pluies torrentielles se sont abattus sur le centre du Mozambique jeudi soir avant de poursuivre leur course au Zimbabwe voisin. Au Zimbabwe, le dernier bilan s'élève à 98 morts et 212 personnes portées disparues selon le porte-parole du gouvernement Nick Mangwana. Lundi, les rues de la ville étaient jonchées d'arbres déracinés, d'éclats de verre et de tôle emportés. Des rescapés ont trouvé refuge dans des arbres en attendant les secours. Mon beau-père est mort quand une maison s'est effondrée sur lui et un autre enfant que nous devons encore retrouver. Nous pensons que l'enfant est coincé sous des rochers quelque part et nous supplions pour obtenir de l'aide afin de le localiser. Des rafales de vent ont fait tomber les arbres sur le pont et le pont a été emporté. Nous avons faim à cause des pluies diluviennes et le cyclone Idaï a emporté beaucoup de faim avec lui. Je vais voir ma famille et je ne sais même pas s'ils vont bien parce qu'il n'y a pas de communication et que les routes sont inaccessibles à cause des fortes pluies et je ne sais pas comment je vais retrouver mon chemin. Les fortes pluies qui avaient précédé l'arrivée d'Idaï avaient déjà fait au moins 122 morts au Mozambique et au Malawi voisin qui a été épargné par le cyclone. L'association médicale du Zimbabwe ZIMA a lancé un appel aux volontaires pour venir en aide aux sinistrés et appeler aux dons de nourriture, d'eau, de gaz, de vêtements, de couvertures ou encore de tentes. Et puis le sport, avant de conclure cette édition d'information, les écureuils du Bénin, ceci dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019, se sont entraînés ce lundi au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Michel Dussieux, le sélectionneur béninois et ses poulains ont commencé à s'armer davantage pour affronter les éperviers du Togo le dimanche prochain. Un match qui se jouera à domicile par les écureuils et dont la victoire leur donnera directement accès à la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera du 21 au 19 juillet 2019 en Égypte. À la fin justement de cette séance d'entraînement que vous vivez en images, eh bien Yannick Agamon et Olivier Verdon se sont livrés à la presse pour présenter l'ambiance du groupe et expliquer comment ils se comportent justement pour pouvoir arriver à bout des écureuils, des éperviers du Togo. On sait l'importance de ce match. On sait que le peuple et le pays a qu'une envie, c'est d'aller à la CAN. Donc on va tout faire, on va se donner les moyens déjà de bien se préparer cette semaine pour faire un grand match, si Dieu veut, dimanche. Ma position préférée, c'est au coach de déterminer ma position. Après voilà, moi je suis habitué en club de jouer à droite ou à gauche, ou même derrière l'attaquant, ça ne me pose pas un souci, mais moi, je suis à la disposition du groupe et si le coach fait appel à moi, ce sera à moi de donner le maximum pour l'équipe. Je m'y attends comme tout le reste du groupe. On est un groupe de 23 joueurs qui a toutes les qualités de commencer ce match-là. Ce sera à nous, comme j'ai dit, de bien se préparer pour que si le coach fait appel à nous, de répondre présent. Il y a des cadres qui ne sont pas là, malheureusement. Mais ils vont venir faire le déplacement pour supporter et faire partie du groupe parce que voilà, c'est plus qu'un groupe de 23 joueurs, c'est beaucoup plus que ça. Et comme je dis, on est tous solidaires et, pour gagner ce match. Je pense qu'on a beaucoup confiance en nous. Ici, on l'a montré contre l'Algérie. Quand il est sorti à 10, on a su tenir le match. Après, on sait que c'est notre capitaine, c'est notre meilleur joueur. Mais je pense que
collectivement, on va faire le travail. Il va faire le déplacement, comme il a dit Yannick. Du coup, il ne sera pas là sur le terrain, mais il sera avec nous quand même par sa présence. Et on va tout faire en tout cas pour aller chercher la qualification. Depuis le match contre la Gambie, j'y pense tous les jours, c'est dans un coin de ma tête. Et même quand je suis au club ou quoi, j'en parle à tout le monde. C'est toujours dans un coin de ma tête et maintenant on y est. Du coup, on a 6 jours là pour se préparer. Pour bien se préparer, je pense que dimanche on sera prêt. En plus, on est chez nous avec le public et on va le faire. C'est un coup dur pour tous ceux qui ne seront pas là, blessés ou suspendus. Je pense que c'est chiant pour eux. Après, ils seront là, comme il a dit Yannick, pour nous soutenir. Après, je pense que dans les 23 joueurs, tout le monde mérite de jouer dimanche. Tout le monde est au niveau. On va bien se préparer, comme je vous l'ai dit. Et puis, malgré les absences, on va faire le job. C'est le collectif qui va parler pour nous dimanche. Je pense qu'on est une équipe vraiment solide. Et avant d'être des joueurs, d'abord, on est une famille. On est tous des frères, on a le même sang. Du coup, je pense qu'en plus, la qualification, ça se joue à Cotonou. Chez nous, on ne doit pas perdre. On ne doit pas perdre et on reste soudés. On reste fiers malgré tout. Et avec cette union, comme vous parlez souvent, on ira chercher la qualification dimanche. Non, pas du tout. D'abord, le football, je pense, c'est collectif. Et comme je vous l'ai dit, on est une équipe, on peut rivaliser avec tout le monde en Afrique, à mon avis. J'en suis sûr même. Du coup, je pense que ces deux joueurs-là, ils ne nous effraient pas du tout. Nous, collectivement, on sera prêts, on est fort et on sera plus fort que dimanche. Un parfait état d'âme du 11 national, de quoi rassurer les férus du foot national. Et c'est donc tout pour ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je me dois de vous rappeler que l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes, à savoir Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bon appétit.